L'impression, ça va pas là. Hop là, 40 minutes d'espace. Pas là pour pas, tu vois, pour pas faire l'aller-retour dans son dos. J'ai vu le toilette. Là, je suis très très fatigué, à un point énorme. Je reviens des États-Unis avec mon équipe, ça fait 1 semaine et demie. Normalement, le jet lag, il est un peu évanoui un peu maintenant. Mais là, on a enchaîné direct avec le travail. Donc finalement, il n'y a pas eu de moment de repos. Et là, on joue ce soir. Donc c'est très fatigué maintenant. Alors, je suis comédien, dans l'ordre. Comédien, auteur, metteur en scène, Casseur-le-Cuit. Voilà. Je crois que c'est le partage avec les gens, cet instant où tu te connectes avec eux et tu te rends compte aussi d'un certain pouvoir que tu peux avoir sur scène en déclenchant le rire ou les larmes. Et je crois que cette faculté-là, ça m'a permis d'imaginer comme une mission où j'avais envie vraiment de partager des histoires avec les gens et leur communiquer aussi beaucoup d'émotions. C'est la force des choses. Ça n'aurait jamais dû se produire, je pense. Ça me titillait, mais ça aurait dû rester dans le secret d'un carnet ou d'un journal intime, ou je ne sais pas, tu vois. Mais en réalité, parce que je n'ai pas obtenu les droits américains pour faire la transposition théâtrale d'un roman américain, Sur la route de Jack Kerouac, j'étais très pressé par le calendrier de la création de ce spectacle qui avait déjà commencé à avoir des subventions. Et moi, le projet, là, il était reparti à zéro. J'ai dit, bon, allez, là, dans l'urgence, il faut que tu écrives, quoi. Et c'est là que Frénésie est né. Frénésie, c'est une histoire qui est donc liée à Sur la route de Jack Kerouac. Mais au tout départ, c'est l'histoire d'un jeune homme qui subit son insularité, qui a envie de voir l'extérieur pour comprendre le monde, un petit peu comment il tourne, mais il a besoin d'un tremplin, d'un ressort, parce que lui, en fin de compte, il n'a point l'énergie pour ça. Et ni l'envie, ni la force. Et donc, il rencontre un dallon. Il appelle Bilal, et le gars est complètement frénétique. Il a vécu beaucoup, il ne vient pas de La Réunion, c'est un grand voyageur. Et lui, il lui dit, je pense qu'il y a quelque chose pour toi. Il faut suivre une œuvre littéraire qui est Sur la route de Jack Kerouac, et là, il y a des secrets dedans, il faut suivre. Mais oui, mais on va où? On va aux États-Unis. Ah bon, mais t'es sûr? Et ils partent ensemble, et on ne sait pas, jusqu'à la fin d'ailleurs, on ne sait pas si c'est un voyage imaginaire ou un voyage réel, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils vont traverser la Louisiane avec la Nouvelle-Orléans, ils vont aller à New York, ils vont aller aussi à San Francisco, et ils vont se retrouver à vivre une vie nouvelle, pleine de rencontres, et qui vont les faire grandir. Déjà, c'était quand même la première création que je faisais avec ma propre compagnie. Première pièce écrite. Ça faisait beaucoup de premières fois, quoi. Et là, le spectacle parle des États-Unis. On décroche une place dans un dispositif qui soutient les régions ultra-périphériques européennes. Donc on en fait partie. Mais ça concernait aussi ça concernait même le Groenland, tu vois, pour te dire, c'était très très large. Et donc on est lauréat, incroyable, avec je crois 5-6 personnes en théâtre.
Et là, on nous demande, une question quand même hallucinante, vous voulez tourner où? Royal, luxe. Donc je leur dis, bah, là, par rapport au projet, ça serait chouette de tourner aux États-Unis. Et ça se fait. Et donc, la tournée, elle a été majeure pour la suite de la compagnie, la suite des créations, y compris la prochaine, Flamboyant, qui repose en fait sur les rencontres qui ont été faites en mars 2023. Et on a tourné dans 8 États différents. C'était la première fois pour une compagnie réunionnaise. On a ouvert une voie et on voit maintenant que on essaie de partager notre réseau aussi avec d'autres artistes qui s'intéressent à ces territoires-là. Il y a quelque chose là. Aujourd'hui, on a, grâce à ce projet-là, ça a créé une relation, une rencontre avec un chef indien de la Nouvelle-Orléans. Il est venu en juin 2024, ici même, et sur le bar à choix, le gars, il bloque. Je lui parle et il bloque. Je lui dis, ça va Big Chief? Il me dit, cette fille-là, elle ressemble à ma nièce. Elle a ses cheveux, elle a son visage. Où est-ce que je suis, les gars? Lui, il disait, mais là, je suis entouré de frères, de sœurs, de tontons. Et il était extrêmement ému de ça. Et lui, il vient de 15 000 kilomètres. Hein. Et tout ça, le lien, en fait, avec tout ça, c'est l'Afrique. Puisque lui est issu de cet arrachement de la terre, hein, de ses ancêtres de l'Afrique de l'Ouest avec l'esclavage, et il reconnaissait des visages à travers les Réunionnais. Franchement, c'était une claque. Le projet Flamboyant, c'est comment 3 créolités qui ne se connaissent pas se retrouvent pour la première fois sur scène. L'histoire, c'est un gars qui, on ne sait pas trop pourquoi, mais il maudit son nom. Il y a une espèce de auto-malédiction, et il va se jeter dans l'océan Indien un jour de cyclone. Ça, c'est le point de départ. Mais, sous l'eau, il entend des tambours, il entend des voix. On retrouve la scène d'après où il est comme mort, et des gens viennent le secourir. Ce sont des musiciens et il va le savoir. Et la première chose qu'il dit quand il se réveille, grâce à eux, il faut se connecter aux voix de l'océan. Il a tout oublié de son histoire. Et il va les emmener dans un espèce de labyrinthe et d'un tourbillon positif où il va y avoir une véritable rencontre entre des portoricaines joueuses de bomba, un Big Chief de la Nouvelle-Orléans et les Réunionnais. Et tout ça, lien avec la musique, c'est un spectacle qui est relativement engagé puisqu'on parle chacun de leur histoire, de leur parcours. En fait, ça parle de la résilience des populations invisibilisées par la culture, par l'art. Voilà. Comment on fait pour exister dans ce monde qui a bien voulu nous invisibiliser? C'est ça l'histoire. Oui, alors ça c'est aussi fou, c'est que j'ai été lauréat donc, de la Villa Albertine, première fois aussi pour un Réunionnais. C'est-à-dire que l'histoire découle encore de frénésie. Et cette Villa Albertine permet d'avoir 1 à 3 mois de recherche dans un territoire américain. Donc ça peut être n'importe quelle ville, il y a une dizaine de villes. Et moi j'ai choisi la ville qui n'existait pas encore, qui est liée à Miami, c'est San Juan de Puerto Rico. Parce que Puerto Rico en fait est une colonie. Hein, et c'est un territoire américain, mais en réalité qui n'a que très peu de pouvoir. Et c'est pas un État, c'est une espèce de territoire entre deux, et eux, ils en souffrent beaucoup de ça. Et donc je voulais aller là-bas, parce que j'avais, grâce à une bourse de recherche de mobilité internationale de la région, j'avais pu aller en 2024 2 fois à la Nouvelle-Orléans. Il me manquait le territoire de Porto Rico, où on avait joué 4 jours en mars 2023, mais c'était pas suffisant, donc j'avais besoin d'y être un peu plus ancré. Et donc j'ai demandé, et je l'ai obtenu, sur 400 dossiers peut-être. On était 3 à être pris en théâtre. Et c'était magnifique, tu vois. On s'est retrouvés... donc là, ça me concernait moi. C'est donc à Porto Rico 1 mois.
Et puis après, des rencontres professionnelles pour organiser la tournée d'octobre 2026 à Washington, New York, Philadelphie, tout ça en anglais, parce que j'ai pris des cours, hein, parce que là, il m'aille plus là. Hein. Et après, commencer la création, 2 semaines, à la Nouvelle-Orléans, au New Orleans Jazz Museum, et à Tulane University, qui sont des institutions là-bas, et qui ont bien voulu nous accueillir, parce qu'ils ont vu le potentiel de beauté de ce projet. Et on a fait une restitution le 17 mai, et les gens étaient très émus. Et je me suis dit, tu es au bon endroit. Nous sommes au bon endroit. M'enfermer, ça va être un peu bizarre ce que je veux dire, mais c'est parfois, c'est double les sensations que j'ai en tant qu'auteur. Ça peut être un profond désespoir de ne pas y arriver, de me retrouver bloqué et de me dire pourquoi tu t'entêtes là-dedans, vraiment pourquoi tu t'entêtes, tu te fais du mal, gars. Et après, il y a cette euphorie d'avoir trouvé le mot qui vient finir une phrase, où finalement tu as trouvé le déblocage et puis la scène s'enchaîne, quoi. Ça bloque 2 jours peut-être et hop, ça reprend. Et il y a un truc assez, je sais pas, ça ressemble un peu à la vie en fait. C'est qu'on se reprend des grosses claques, on est bloqué et puis après on passe par-dessus et on vit des belles choses. Donc là, c'est m'enfermer et me mettre dans une situation presque de transe. J'ai besoin de ça, sans prendre de produit, hein, attention, parce que les auteurs peuvent faire ça, mais non. C'est juste être là en connexion avec l'histoire, mais ça t'amène à ne plus être dans le concret, en fait, dans le solide. Bien sûr avec ton stylo, mais l'imaginaire, je suis plus que dans ma tête à ce moment-là, quoi. Donc c'est un truc un peu, une expérience un peu particulière. Oui. Il y a, alors, chez les Français, oui, il y a beaucoup de personnes. J'aime bien Melville Poupeau. J'aime bien cet acteur parce qu'il est polymorphe. Voilà, chez les Français, j'aime bien cet acteur au cinéma. Au théâtre, il y a Nicolas Bouchot, qui a parti d'un certain âge déjà, mais il y a aussi toute l'équipe c'est un collectif, le Monstrum Théâtre à Paris. C'est des gens très impressionnants, qui sont très à l'aise dans leur corps. Moi, j'aime beaucoup entrer au théâtre par le corps d'abord, et après par les mots. Et eux, ils sont très très bons, ils cartonnent d'ailleurs à Paris et ailleurs. Et au cinéma américain, c'est Daniel Day-Lewis. Lui, c'est le patron pour moi. C'est vraiment le patron. Il y a notamment un film moi, qui m'a marqué, c'est There Will Be Blood, qui raconte un peu le début du capitalisme et comment un gars qui commence à essayer de forer un peu dans l'Ouest pour creuser un peu la terre et voir s'il y a du pétrole, devient le big boss du pétrole au début du XXe siècle aux États-Unis. Et comment il va se mettre à écraser les autres par le biais de lois et d'agissements. Il a été au sommet, il a joué Abraham Lincoln, il avait eu un Oscar pour ça avec Spielberg. Le gars est trop fort, quoi. Vous l'avez peut-être vu aussi dans Gangs of New York. Il y avait Leonardo DiCaprio et lui, il jouait le méchant, là, le butcher, là, avec une espèce de tous ces couteaux. Là. Il est trop bon, quoi. Ouais, impressionnant. Alors, ça fait 3 ans là que je fais beaucoup ça. Donc quand je fais pas de théâtre, c'est-à-dire quand je joue pas, j'écris. Quand j'écris pas, je fais de la sculpture. Je suis sculpteur sur pierre. J'adore ça. Mais c'est vraiment quand je sais que j'ai un long temps sans rien, parce que ça demande beaucoup d'énergie. Donc je sculpte le basalte, je sculpte la pierre tendre aussi, mais le basalte, j'aime beaucoup. Voilà. Notamment pendant le Covid, là, j'avais un grand temps de rien. J'ai fait plusieurs pierres, plusieurs sculptures. Et puis quand je ne fais pas de sculpture, je fais de l'ultra-trail, le grand raid et tout ça. Une vie est bien remplie, quoi. Je vais dire un autre truc choquant, c'est que je suis un très mauvais spectateur de théâtre. J'ai beaucoup consommé de théâtre à un moment, et après je me suis rendu compte que
Parfois, ça me rendait triste si c'était vraiment un spectacle nul. Ça me déprimait, quoi. Mais à l'inverse, quand tu trouvais un spectacle formidable, je pouvais marcher une demi-heure comme ça en train de regarder le sol, en dire qu'est-ce que je viens de vivre. Non, ben, c'était il y a longtemps déjà, mais je peux parler d'un choc que j'ai eu. C'était avec un metteur en scène allemand, Thomas Ostermayer, qui j'avais vu un grand succès qui avait été filmé d'ailleurs avec Arte, tout, c'était un truc de fou, et j'avais vu quelques extraits. Et un jour, il l'a refait, cette pièce-là. C'était à Sceaux, à côté de Paris. Et là, j'ai pris un billet immédiatement et je l'ai vu. Il y avait du terreau sur 1 mètre, même plus, c'était beaucoup plus en fait. Et il y avait de l'eau et tout. Il travaillait sur le côté organique. Et puis les gens qui étaient sur scène, ces acteurs et ces actrices, étaient libres, mais d'une liberté folle. Ils se permettaient tout, parce que le metteur en scène leur avait permis ça aussi, dans le carcan qui leur avait été permis. Mais ils étaient d'une liberté folle. Et ça, waouh, ça m'a marqué vraiment. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça très très puissant. Ça a été une grande leçon de vie. C'était Hamlet. Hamlet de Shakespeare et mis en scène par Thomas Ostermayer. Il y en a une qui est un standard aujourd'hui de la littérature américaine, et c'est de John Kennedy Toole, et ça s'appelle La Conjuration des imbéciles. Et ça, c'est extraordinaire. Et ça se passe à la Nouvelle-Orléans. Je l'ai lu bien avant que tout ça m'arrive, et là, aujourd'hui, il faudrait que je le relise, parce que je connais un peu mieux la Nouvelle-Orléans maintenant. Mais c'est une histoire terrible, parce que, en dehors du roman, parce que le gars, il était persuadé que c'était... l'auteur, il était persuadé qu'il était nul, quoi, vraiment très nul. Et il s'est suicidé de ça. Et sa mère a récupéré tous les manuscrits et les a donnés à un prof d'université du coin, en lui disant « Mon fils a écrit ça, faites-en ce que vous pouvez, mais s'il vous plaît, essayez de faire en sorte que sa mémoire soit conservée. » Le gars, il a crié au génie. Il a regardé ça, il a fait « C'est extraordinaire, là. Non, il faut le publier. » Et c'est devenu en fait un grand standard de la littérature américaine. C'est un contre-héros qui rote, qui est énorme, et on s'en fout, il est là, il est libre en fait. Ce gars, il est libre. Et il dit merde quand il faut dire merde aux gens. Et il raconte un certain côté des États-Unis, j'ai trouvé ça gigantesque. Et chez les Français, même si je ne souscris pas du tout aux pensées de ce gars à côté de ses œuvres, mais Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline a été pour moi une claque gigantesque de style et de voyage aussi. Et oui, ça c'était aller dans la noirceur, dans les profondeurs des hommes, avec un style déconcertant. Oui, beaucoup. Là aussi, il y a un gars que j'aime beaucoup qui s'appelle Damon Albarn, qui a fondé le groupe Blur dans les années 90 et qui a fait Gorillaz aussi, après. Donc pas mal de ces chansons-là, mais plus près de nous, là il y a Madia Kanou à La Réunion, qui a écrit une magnifique chanson qui s'appelle Lomaz. Ça c'est incroyable. Et une dernière, c'est rendre grâce à mes amies portoricaines. Il y a une chanson qui s'appelle Den Den, qui est un hommage à tous ceux qui se sont retrouvés esclavisés dans les plantations, que ce soit de café, de canne à sucre, et qui dit en substance dans le morceau, vous les hommes et les femmes qui êtes sur les champs, c'est vrai, vous souffrez, et vous pouvez pleurer, mais restez debout. Donc la question peut-être que j'aurais aimé que tu me poses, c'est est-ce que tu crois encore en l'homme ? Et je dirais qu'aujourd'hui, on a cette constatation que l'homme est un prédateur suprême qui est un grand faiseur de chaos autour de lui, dans son élément aussi, dans son entourage, son environnement.
Mais malgré tout ça, quand je vois qu'on peut créer des contacts, qu'il y a des proximités culturelles, affectives, juste d'artistiques et humaines, entre des personnes qui sont à 15 000 kilomètres les uns des autres, je pense que définitivement, il faut croire en l'homme avec un grand H et peut-être encore plus en la femme. Et je pense qu'on a beaucoup de choses à explorer encore dans notre grandeur relationnelle, civilisationnelle. Mais il y a une phrase qui m'a retenu l'esprit dans nos répétitions à la Nouvelle-Orléans. Quand je me suis entretenu avec un guide, un ami historien de là-bas qui s'appelle Lawson Otta, et lui, il m'a dit « L'argent veut récupérer, remplacer l'âme ». Alors ça peut sortir comme une phrase un peu toute faite, mais en réalité, il a profondément raison. C'est-à-dire que si on n'a plus cette course-là vers le pouvoir, vers l'argent, et juste on se concentre sur des choses très simples, genre comment tu fais cuire ça, toi? Ah oui, et ça commence à faire développer des histoires de partout. Ah bon, c'est ça, mais attends, mais moi je connais... Rien que ça, et j'ai fini là-dessus. Les maracas et le cayambe ont la même fonction dans la musique portoricaine et réunionnaise. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Grain conflore. Eh bien, c'est la même plante, même graine de la même plante qui se trouve dans les maracas. Comment tu expliques ça? Ça fait un lien énorme. Là-bas, ça ne s'appelle pas grain conflore, ça s'appelle achira. C'est un truc qui existe depuis les Taínos, c'est-à-dire depuis les natives, ceux qui étaient là au tout début à Porto Rico il y a 600, 700 ans. C'est magnifique. Le lien est là. Et je crois que c'est ce genre de lien-là qu'on doit tirer et qui font comprendre que l'homme, les humains entre eux, ils sont grands et ils sont liés, profondément connectés.